Le sentiment de la durée. Les développements qui précèdent tendent visiblement à cette conclusion que la connaissance instinctive du temps suppose toujours quelques idées des successions régulières et aussi quelques secours d'institutions. Mais il faut se demander si en dehors de cette connaissance que chacun éprouve tous les jours, nous n'avons pas une expérience plus intime de notre propre temps, ou pour mieux parler de notre durée ou vieillissement. Cet examen peut donner quelque idée de ce que c'est que la psychologie pure et du débat entre les psychologues et ceux qu'ils appellent intellectualistes. Je veux donc faire abstraction des objets extérieurs et connaître seulement ce que j'éprouve dans le recueillement avec moi-même. Et dans cette pensée rêveuse, je veux encore effacer les souvenirs ordonnés et datés, c'est-à-dire tout ce qui a forme d'objet. Je considère ce que j'éprouve sans vouloir savoir d'où cela vient, ni ce que cela signifie. On peut espérer qu'on y parviendra en de courts moments, tout étant mêlé alors, et la douleur n'étant pas plus objet que ne l'est l'odeur de rose, et tout cela n'étant qu'impression en moi, pour moi, de moi. Je me trouverai donc en face du sujet seul, ou dans le pur subjectif, comme on dit. Au moins j'en approche, et quoique je ne pense plus au mouvement, au changement dans l'objet, et encore moins aux astres et aux horloges, néanmoins il me semble que j'ai le sentiment immédiat d'un temps en moi. D'abord, si mes impressions changent, aussitôt l'impression première tout entière prend le caractère du passé, et est en quelque sorte repoussée dans le passé par celle qui survient. Mais même sans aucun changement, si je considère ce que j'éprouve, cette seule réflexion éclairant un peu tout le reste forme avec tout le reste un moment nouveau et actuel, l'autre état sans réflexion glissant aussitôt dans le passé. Cette chaîne de moments qui glisse d'avant en arrière tombe bientôt dans une espèce de nuit. Et disons encore, si je n'avais cette expérience, c'est vainement qu'on me parlerait du temps, car les mouvements ne sont point du temps. L'aiguille de ma montre change de lieu, mais ne décrit pas un temps. Le caractère propre du temps, c'est qu'il est d'une altération irréparable. Le moment passé ne peut plus jamais être présent, car les mêmes impressions reviendraient toutes. Je suis celui qui les a déjà éprouvées. Chaque printemps vient saluer un être qui en a déjà vu d'autres. En ce sens, toute conscience vieillit sans remède, comme nous voyons que tout vivant vieillit. Tel serait donc le temps véritable dont les mouvements ne nous donneraient que l'image. Et ce temps n'est qu'en moi et que pour moi. Dès que je me représente un corps, je puis concevoir que ces parties reviennent toutes dans leur premier état, et des millions de fois ainsi. Rien n'y serait donc passé. Et pour moi, le témoin, la seconde impression que j'en ai ne se substitue pas à la première. Elle y ajoute. Elle s'y ajoute. Je vieillis parce que j'accumule. Ces remarques sur lesquelles on peut raffiner beaucoup contribuent à une description complète de la pensée du temps. C'en est la matière. Il est bon, en effet, d'avertir le lecteur que les moments ne se juxtaposent pas en nous, comme des secondes parcourues par une aiguille. Mais il faut comprendre aussi que cette vie de pur sentiment que j'ai voulu décrire tend au sommeil, c'est-à-dire à l'inconscience. Nous ne pouvons la saisir et la décrire que sous des formes et par des métaphores tirées de l'espace et du mouvement, c'est-à-dire de l'objet. Ainsi, il semble que l'objet ne s'étalerait point devant nous, avec ses parties distinctes et leurs changements, sans l'unité de la conscience, car une autre chose n'est qu'elle, mais moi je suis tout. En revanche, l'unité du sujet n'apparaît jamais, sans aucune perception d'objet. C'est là qu'ont porté les méditations les plus suivies de Kant et les plus difficiles. Et il me semble aussi qu'il est également vrai qu'on ne se souvient que de soi-même, selon un mot assez frappant, mais aussi qu'on ne se souvient que des choses, la vérité des choses donnant seul un sens à nos sentiments intimes de la durée, tout à fait de la même manière que l'image d'un mouvement donne seul un sens à ce que j'éprouve lorsque j'allonge le bras. Et enfin, autant que j'ai conscience, je suis toujours entendement. Cela ne tend qu'à supprimer les divisions un peu trop commodes et assez puériles, d'après lesquelles nous pourrions par exemple quelquefois sentir sans penser, et quelquefois penser sans sentir, séparer et joindre. Et en même temps, c'est la principale difficulté des recherches philosophiques.
du temps. On croira faire preuve de quelque esprit philosophique en critiquant d'abord ce titre, et en se plaisant à dire qu'il n'y a point le temps, mais des temps. Entendez un temps intime pour chaque être, et qu'il n'y a aucun temps dans l'objet comme tel. Ces réflexions ne sont pas mauvaises pour commencer, et pour se débarrasser d'abord de cette erreur grossière que le temps consiste à un certain mouvement régulier, comme du soleil ou d'une montre, ou des étoiles. Mais on ne peut s'en tenir là, il faut écrire ce que nous pensons sous ce mot, et nous pensons un temps unique, commun à tous et à toutes choses. Les paradoxes plus précis des modernes physiciens, qui veulent un temps local variable selon certains mouvements de l'observateur, par exemple plus rapide que la lumière, font encore mieux ressortir la notion du temps unique, car cela revient à dire que nous n'avons pas de moyen absolu de constater l'en même temps de deux actions, mais cela même n'aurait pas de sens si nous ne savions qu'il y a un en même temps de tout. En même temps que l'aiguille des secondes avance sur le cadran de ma montre, à chaque division, il se passe quelque chose partout, qui n'est ni avant ni après. Je puis ne jamais découvrir à la rigueur, dans l'expérience, ce rapport entre deux changements, que j'appelle simultanéité. Mais je ne puis penser qu'en même temps qu'un changement en moi, il ne se produise pas d'autres changements partout, d'autres événements partout, et de même qu'il y en a eu d'autres avant et qu'il y en aura d'autres après, en même temps que d'autres en moi. Je vis dans le même temps qu'une nébuleuse lointaine se condense ou se raréfie. Il y a un moment pour elle qui est commun à elle et à moi, et bien mieux. Tous les moments sont communs à nous deux et à toutes choses. Dans un même temps, dans un temps unique. Dans le temps, enfin, toutes choses deviennent. Il serait absurde de vouloir penser que le temps cesse ou s'arrête pour l'une, continue pour l'autre. Ce que Kant exprimait dans cette espèce d'axiome, deux temps différents sont nécessairement successifs, comme deux ou trois espaces sont des parties de l'espace unique. Les parties coexistantes ainsi, deux ou trois temps sont des parties du temps unique, mais successives. Examinez et retournez cette pensée de toutes les manières, et saisissez ici cette méthode philosophique qui consiste à savoir ce que je pense dans une notion, en faisant bien attention de ne pas considérer une autre à sa place. C'est justement ce qui arrive à tous ceux qui voudraient dire qu'un temps va plus vite qu'un autre, avance ou retarde sur un autre. Ils devraient dire mouvement et non pas temps. Car le mouvement a une vitesse, ou plutôt plusieurs mouvements sont comparables en vitesse, mais dans un même temps. On dit que deux mobiles ont la même vitesse lorsqu'ils parcourent un même espace dans le même temps, mais une vitesse du temps, ce n'est point supportable si l'on y pense bien, car il faudrait un autre temps pour comparer les vitesses de deux temps. C'est dire que ces deux temps sont des montres et que le vrai temps est ce temps unique où tous les mouvements peuvent être comparés. En un sens, on pourrait dire que la méditation sur le temps est la véritable épreuve du philosophe, car il n'y a point d'image du temps ni d'intuition sensible du temps. Il faut donc le manquer tout à fait, ce qui est une erreur assez grossière, ou le saisir dans ses purs rapports qui sont en même temps avant, après. Mais il faut dire que l'espace donne lieu à des méprises du même genre, car il n'y a point non plus d'image de l'espace. La véritable droite n'a point de partie, ne se trace point. L'espace n'a ni grandeur ni forme. Ce sont les choses qui, par l'espace, ont grandeur et forme. Et c'est le sens du paradoxe connu de Poincaré. Le géomètre fait de la géométrie avec de l'espace, comme il en fait avec de la craie. Il veut dire avec l'espace sensible mais purifié, comme serait le grand vide bleu du ciel. Et cet espace imaginé n'est pas plus l'espace qu'un mouvement sans différence, n'est le temps. Ce mouvement se fait dans le temps ainsi que tous les autres. Il est seulement commode pour fixer au mieux l'en même temps de deux changements. Le temps ne manque jamais, il n'a ni commencement ni fin. Tout temps est une suite de temps. Le temps est continu et indivisible. Voilà des propositions qui ne sont proprement évidentes que si l'on sait délivrer des images faciles qui nous représentent le temps par le mouvement. Par exemple, se demander si le temps est fait d'instants indivisibles, c'est substituer un mouvement au temps, et encore l'image d'un mouvement, car le mouvement est autre chose aussi pour l'entendement d'une succession d'épisodes. Et c'est sans doute pour avoir matérialisé le temps que la veine dialectique s'est plu à inventer l'éternel. Encore, ici il faut distinguer l'idée de la chose, mais non les séparer. Pensons ainsi.
Ce n'est pas de petite importance de savoir exactement ce que nous pensons dans nos jugements ordinaires. Concluons que le temps est aussi bien que l'espace une forme de l'expérience universelle. Ces vérités ne sont pas nouvelles, mais il est toujours nouveau de bien entendre, de les bien entendre. Le temps, comme on voit, est une notion abstraite et purifiée. Le temps nous enlève au-dessus des choses, nous enlève au-dessus des choses, en sorte qu'aucun événement ne soit capable d'arrêter le temps. Ô temps, suspends ton vol. C'est le vœu du poète, mais qui se détruit par la contradiction si l'on demande combien de temps le temps va-t-il suspendre son vol. Un temps plus pur continuera pendant l'arrêt du temps. Il est vraisemblable que cette pensée si naturelle d'un temps qui ne dépend point de notre histoire, ni de nos montres, est la pensée même de l'éternel. Raisonnablement, il n'est pas bon de raffiner encore sur le temps inépuisable. C'est l'objet d'une sorte de fable ou de mythe, mais qui cesse de nous écraser dès que nous pensons que nous le tirons de nous. L'esprit, encore une fois, se présente à nous, dans une sorte d'expérience de la méditation que les philosophes ont connue, car souvent ils sont absents de cela, vivent en d'autres temps. C'est de là qu'ils ont tiré que l'âme est immortelle, donnant un contenu vraisemblable à l'idée si naturelle aux anciens de l'immortalité des corps, car c'est ainsi qu'ils concevaient les dieux. Et cette immortalité n'est qu'une plus longue durée, au lieu que si l'âme parcourt le temps, elle ne peut rencontrer une durée finie, et de ce court voyage, elle revient assurée de durer sans fin. Ce qui s'accorde avec de pieuses croyances concernant la commémoration. L'amour qui se veut éternel a besoin d'un objet qui ne meurt point. Qu'en est-il? Ici, le philosophe peut prendre le parti de douter, c'est-à-dire de distinguer la croyance de la certitude. C'est qu'on peut croire et que le besoin de croire n'est pas une preuve. Ainsi, on peut rêver autant, se figurer d'autres vies ou bien se rappeler d'autres vies. Ces fictions fortifient le moi et lui donnent foi en lui-même, foi sans laquelle il n'y aurait point d'œuvre. Il y a peu d'hommes qui se privent de croire et les plus raisonnables laissent dans le vague de telles suppositions que la poésie soutient naturellement. La divine comédie représente tous les temps ensemble, c'est le rêve d'un vivant qui se croit mort et fait cette étrange expérience. Au point de l'observation psychologique, où nous sommes présents, on peut considérer la source des grandes fictions qui rassemblent les hommes et qu'on laisse apporter à l'esprit commun. Le subjectif et l'objectif. Voilà des mots un peu barbares, mais que l'usage impose. Et comment expliquer autrement ces deux éléments de toute connaissance, ces impressions sans forme et sans lien qui sont de moi seulement, et le tout, cet univers en ordre, représenté, véritable et objet enfin. Cela suffirait si la réflexion n'avait à se garder ici d'une erreur, au fond, dialectique. J'entends qui est due au langage, qui fait, comme le lecteur l'a compris, le squelette de nos rêveries et de nos rêves. Je veux parler de cette vie intérieure dont beaucoup de philosophes traitent sans précaution, laissant croire qu'il se déroule un temps en chacun porteur de souvenirs propres et de pensées cachées. Mais ce n'est, comme on l'a vu, qu'un déroulement de discours, orné de quelques images, ou plutôt de quelque chose de réel. Saisi au passage et mal perçu, c'est-à-dire mal lié aux autres. Pensez à ces rêves dont nous avons dit tout ce qu'il en faut dire, en disant que ce sont toujours des perceptions incomplètes, car il arrive qu'un rayon de soleil sur mes paupières, avant de me réveiller au vrai monde, me porte à imaginer des scènes fantastiques d'incendie ou d'éclairs, que mon langage aussitôt décrit et complète, que mes récits plus tard achèveront. Il est clair que l'on compose ces rêves encore en les racontant. Toujours ainsi se développe notre vie intérieure, toujours faite d'impressions traduites en objets, mais sans aller jusqu'à la perception complète. Ou bien, alors c'est qu'on s'éveille, et s'éveiller, c'est exactement chercher la vérité des choses par mouvement des yeux et des mains. Nos rêves ne sont qu'un passage entre l'absence de perception, qui est absence de recherche, et la présence réelle des choses, par effort de critique. Ces essais paresseux, ce sont nos rêves. Et il est très important de le bien comprendre en vue d'une connaissance exacte des passions. Mais aussi regardez bien comment cette vie intérieure se construit. Tant que le fantôme est pris pour vrai, je le pense hors de moi. Il ne rentre en moi que par le même effort de critique qui fait paraître l'ordre des choses et des véritables objets. Comment saurais-je que j'ai dormi, que j'ai rêvé, sinon par la pensée d'un temps mesuré et commun, qui suppose une vérité des objets? Et mes souvenirs sont l'objet réel et rangé que je pense toujours dans ce monde absent et loin, plutôt que passé. Quand je me souviens d'une ville que j'ai vue, je pense bien qu'elle existe encore pour d'autres,
Et si je sais qu'elle est détruite, je pense encore que ces ruines existent et que j'y retrouverai chaque pierre, ou tout au moins la poussière de chaque pierre. Cette idée que rien ne s'est perdu, si importante comme on sait pour la pensée rigoureuse, est déjà le soutien du souvenir le moins étudié. On ne dira jamais assez que la mémoire du temps est liée à la mémoire des lieux. Notre histoire, c'est notre voyage dans ce monde réel, et nos changements sont pensés dans les changements extérieurs, dans les changements de l'objet, où tout se conserve en changeant seulement de place. Je suis moi par une suite unique de perceptions vraies, c'est là le principal du souvenir, tout le reste s'y accroche. Et ce n'est pas sans raison que les plus raffinés cherchent leurs anciens sentiments en recherchant d'abord les choses, ou leurs débris. Je ne me pense que par le monde, ce que Kant a exprimé dans un théorème assez obscur, disant que la conscience de soi suffit à prouver l'existence des choses extérieures. Il veut expliquer qu'il n'y a point à sauter en quelque sorte d'une vie d'apparence subjective à l'objet véritable, mais qu'au contraire ce n'est que par l'objet véritable que les apparences apparaissent. Et par exemple, il est bien clair qu'il n'y a de perspective que d'un vrai cube, et ma manière de la voir suppose toujours que je le pense comme il est, non comme je le vois. Je me borne à indiquer ici comme ailleurs le point difficile où la réflexion philosophique doit se prendre. Retenons bien comme idée directrice déjà qu'une pensée sans objet est une pensée sans règle, et bavarde seulement, comme aussi une expérience sans jugement ne peut saisir la chose. Deux vérités que l'histoire des sciences montre assez, mais communément de manière à étonner sans instruire. Ce qui est subjectif, c'est ce qui est isolé dans le sujet pensant, dans le moi, et à quoi les semblables ne font pas écho. Nous passons notre temps à établir la communication entre nous et les autres, et ce qui est saisir l'objectif. On voit que dans un sens purifié, l'objectif désigne ce qui est commun à tous les sujets. L'objectif n'est donc pas nécessairement un objet du monde. Le plus objectif en nos connaissances est cet esprit commun qui s'est présenté si naturellement comme le soutien de nos pensées. Les logarithmes déjà nommés sont un exemple de pensée objective et non pas subjective, quoiqu'elle n'existe pas hors des sujets pensants. Souvent, on ramène l'opposition entre le subjectif et l'objectif à la connaissance des choses. L'objectif est alors la chose que tout observateur rencontre, la même. C'est la science communicable et aussi la démontrable. Exemple, le calcul. Ce qui fait que nous manquons l'objectif, c'est que nous sommes trop attachés à nos sensations, à notre point de vue. Le point de vue appartient à toutes nos connaissances et il est clair que chacun de nous, à chaque moment, observe d'un poste qui n'est qu'à lui. De plus, il y a en nous des affections vives. Il y a en nous des affections vives ou passions qui nous donnent besoin de savoir et d'instruire les autres et qui font que nous oublions le point de vue de la sensation, c'est-à-dire toutes les réserves qu'il est sage de faire lorsque l'on en affirme quelque chose. Chacun se vante d'être objectif, de parler objectivement, mais aucun philosophe, ami de la sagesse, ne doit se croire lui-même sans réserve. Et les conversations de Socrate que Platon nous a conservées nous donnent le modèle de la modestie du sage qui se sait sujet à l'erreur et à la prévention. Par cette vertu, on se trouve éloigné à jamais de tout fanatisme, c'est-à-dire qu'on trouve dans le semblable des raisons de comprendre qu'il diffère de nous sans aller supposer une malice ou un orgueil. Ces suppositions sont bien inutiles dès que l'on fait attention à l'erreur et à la difficulté de sortir de soi et d'avoir part à l'esprit commun.